les choses. Donc je disais que, pour résumer très sommairement comme ça, nous avons les deux choses. L'une qui s'impose avec virulence, c'est celle de l'urbanisme global, lié justement au phénomène et au mouvement de globalisation qui caractérise un peu tous les aspects du monde actuellement. Et nous avons cette thématique du développement durable qui impose une autre façon de voir. Et nous avons vu que le développement durable, avec ses principes, impose une réflexion très profonde sur la forme urbaine en termes de consommation, dispositifs urbains et architecturaux relatifs à la consommation des énergies, à la réduction comme impératif numéro 1. Deuxième, une réflexion sur le système politique, c'est-à-dire sur la gouvernance urbaine. Gouvernance urbaine où le terme long terme prend tout son sens. Nous avons vu que ce long terme aussi affecte l'approche économique et financière. Il faudrait que aussi j'arrive à concevoir, à imaginer une ville qui n'est pas à la merci des fluctuations financières, des disponibilités et des indisponibilités financières. Et nous avons aussi vu que une ville durable peut se concevoir à partir d'indicateurs qui sont beaucoup plus liés à la sphère sociale qu'à la sphère économique. Donc un autre classement, peut-être, pourrait faire la différence, faire un peu le poids par rapport au classement que nous avons vu tout à l'heure, qui souvent, c'est-à-dire quand il s'intéresse à l'aspect qualité de vie, c'est-à-dire ça, l'objectif c'est d'attirer une catégorie de personnes, une catégorie de gens, c'est ce qu'on appelle les personnes créatives, les gens ils ont un certain niveau socio-économique très important, ils ont un pouvoir d'achat important, ils sont dans la recherche, etc. Donc c'est-à-dire on est en train de s'attirer un peu la crème de la crème pour justement se tenir dans ce classement. Donc ça, c'est les grands principes qui devraient diriger un peu l'approche sur la forme urbaine et sur l'urbanisme durable. Nous avons vu, c'est-à-dire par rapport au changement climatique, l'autre aspect qui devrait impacter notre façon de réfléchir la forme, entre mitigation et adaptation, entre forme urbaine et forme compacte et forme éparse. Et nous venons de voir justement ça, et les questions qui sont liées, c'est-à-dire dans ce débat sur la forme urbaine, compacte ou pas, éparse, compacte, nous avons un débat sur la densité, parce que c'est celle-là qui va nous définir un peu cette forme, comment je fais, c'est quoi une forme compacte, est-ce que, où il y a beaucoup de gens, mais s'il y a beaucoup de gens, il y a ce qu'on appelle la promiscuité, c'est-à-dire ça nuit au volet social, et je disais, en termes de bâtiments, de personnes, même de fonctions publiques, de fonctions urbaines, c'est-à-dire la faible densité et l'hyperdensité, de notre côté, il devrait y avoir quelque part un mixte, quelque part un endroit, un segment où on peut considérer que cette densité est viable, elle est efficiente. Donc, par rapport au changement climatique, on va voir quelques petits détails, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut répondre par la forme urbaine, par la forme, compacte ou pas, par des solutions, des dispositifs urbains, des dispositifs architecturaux, à la question de l'humidité et de la chaleur. C'est-à-dire un des aspects qui était pris en charge dans l'architecture climatique, bioclimatique, dans l'urbanisme traditionnel, c'est-à-dire sans, parce que le mot, il n'est pas d'actualité, bioclimatisme, mais à un certain moment dans les années 80-90, il était d'actualité. Il faisait souvent référence à ce qu'on appelle l'architecture passive traditionnelle, c'est-à-dire qui prenait, que ce soit à l'échelle du village, à l'échelle par exemple de la Médina, carrément à l'échelle des bâtiments, des constructions, où il y avait des dispositifs qui tenaient compte, qui prenaient en considération la chaleur et l'humidité, parce que tout simplement on n'avait pas de climatiseur, on n'avait pas les moyens, donc la maison se devait d'être un abri par rapport à l'extérieur. Donc on crée justement ce climat intérieur à partir de dispositifs urbains
Quand vous prenez par exemple les villes, elles étaient compactes, les ruelles, les impasses, tout ce qui est couvert, etc. Tout ça faisait que, à un moment donné, même à l'échelle urbaine, nous avions des zones, des portions comme ça de la ville qui étaient à climat modéré par rapport à l'environnement extérieur. Et évidemment, à la maison, nous avions le patio, nous avions le cadre, etc. C'est-à-dire, il y avait des zones tampons où le climat était vivable par rapport à l'extérieur. Donc, on choisira des zones de moins en moins, c'est-à-dire, c'est des choix par rapport à des territoires. On choisira des zones où de moins en moins de risques naturels. Donc, on tiendra compte de la carte des risques. Même ici, je pense en Algérie, ils l'ont institué, parce que c'est un document comme le PTO, comme le POS, etc. Souvent, les études d'urbanisme tiennent compte, façonnent une carte du risque. C'est-à-dire une carte où il y a les zones à risque, type de risque, on en connaît quelques-uns, qui soient naturels ou carrément des risques industriels, des risques liés au transport des matières, etc. Tout ça, c'est une carte. Donc, on tiendra compte c'est-à-dire je veux dire, elle impactera forcément, parce que cette façon cette exclusion de certains espaces, de certaines zones, forcément impactera la future forme urbaine. Donc, il est question donc de chercher, par exemple, une forme, un pattern, une forme urbaine qui répond à la fois à la chaleur, tient compte justement, elle répond à la chaleur. Comment on répondre à la chaleur? C'est-à-dire réduire un peu ses effets, à l'humidité et leur combinaison, au vent violent et aux divers risques naturels. Tout ça, c'est une forme urbaine qui devrait normalement répondre à tout ça. Donc je disais tout à l'heure, réduire les effets chauffants du soleil, c'est-à-dire des dispositifs architecturaux et urbains. Ventilation naturelle, des rues, orientation par rapport à des vents, par rapport un peu à la course du soleil. Dans certains cas, nous avons la maison individuelle qui est propice, qui est la plus indiquée pour certains climats, notamment tout ce qui est climat chaud et tout. Et nous avons par moment, par exemple, la maison individuelle en tant que telle, elle est décriée parce qu'elle est un peu la cause de l'étalement urbain. Elle est, je ne sais pas si c'est le mien qui sont comme ça. Donc, la maison individuelle, elle devient, comme tout à l'heure, on a vu que l'étalement urbain, quelque part, il devient une solution possible. Une solution possible. Ce n'est pas qu'un problème, il peut être une solution à quelque chose. Donc, dans cette approche, la maison individuelle qui est décriée, parce qu'elle est un peu la représentation négative de ce qui est aujourd'hui l'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est le résultat de la diffusion de la maison individuelle. La diffusion justement de ce désir d'habiter seul. Ça donne ces images d'étalement urbain, notamment dans les pays de l'Amérique du Nord. Donc, certaines approches climatiques comme ça favoriseraient le dispositif de la maison individuelle comme solution aux questions climatiques. Pour certains pays où il y a peut-être un peu plus d'humidité, un peu plus de froid, le bâtiment haut et étroit, qui est par moments aussi décrié, donc par rapport justement à sa compacité, etc., il est décrié, mais ici, il peut être posé carrément comme solution, parce que justement, il permet justement de libérer beaucoup d'espace par rapport au sol et de couper un peu cette connexion par rapport à l'humidité. Ça reste des choses à vérifier, ça reste des choses à étudier, mais on peut faire face aux effets climatiques par des dispositifs urbains, donc en travaillant un peu les orientations des rues, en travaillant la compacité, la densité, en travaillant un peu les types, les hauteurs, les dispositifs urbains, mais aussi les dispositifs architecturaux.
Par rapport au vent violent, nous avons des questions. Souvent, nous avons cessé de tenir compte de ces aspects, mais une forme compacte serait, a priori, la plus indiquée pour faire face à des vents violents. La hauteur des moyennes serait dans les 7-8, parce que les gratte-ciels sont mal indiqués ici, par l'effet d'accélération des vents, et la maison basse, elle est idem, elle est inappropriée, tout simplement par effet entonnoir. Donc, c'est-à-dire par rapport à un site qui présente justement cette anomalie, enfin, cette donne des vents violents, il y a des dispositifs architecturaux et urbains qui sont nécessaires afin d'y faire face. Donc, ça affecte, ça impacte la forme forcément urbaine. Et vous avez la haute densité, peut réduire les effets de vent. Plus c'est dense, plus un peu l'effet de vent, par effet de cassure, par effet de réorientation, ça casse. Donc au lieu de laisser comme ça des espaces, des sites ouverts à des vents, aux quatre vents, donc on essaie un peu d'aménager, de disposer nos bâtiments, nos voies, etc. Donc j'imagine que face à une direction d'un vent violent, il est très mal indiqué de faire un boulevard de 15, 20 mètres, 25 mètres. Donc quelque part, tenir compte de cet aspect impacterait forcément le type d'aménagement que nous allons adopter. Il dépend aussi des orientations des rues, effectivement. Donc, je disais, pas. C'est-à-dire que on peut, je ne sais pas, on peut par exemple accompagner le vent. Donc, on peut le contrarier, en fait. C'est-à-dire, il y a un vent sud-est, je ferai une façade sud-est, je parle à l'échelle de la ville, hein. Je ferai quelque chose qui va casser un peu ces vents, parce qu'une fois à l'intérieur de la forme urbaine, c'est difficile. Donc, on peut agir en amont, sur des zones tampons comme ça, on peut agir à l'intérieur par rapport à des orientations, on peut agir sur les bâtiments, on peut agir sur la hauteur des bâtiments et sur le type de bâtiment. On disait tout à l'heure qu'un des effets des changements climatiques, c'est justement cette histoire d'élévation des niveaux, des mers et des rivières. Ça veut dire qu'il y a plus d'eau. Forcément, il y a moins de terrain à bâtir. Il y a plus de terrains non édificandés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas urbanisables, ils ne sont pas bâtissables. Ça veut dire que, en tenant compte de ça, je ferai quoi? Tout à l'heure, on a vu un peu, pour les gens qui pensent que l'adaptation, s'adapter au changement climatique, c'est-à-dire rendre les surfaces absorbantes. Et ça affecte les dispositifs, par exemple, de drainage. Oui, l'assainissement. Pas que, c'est-à-dire notre façon de voir maintenant l'assainissement, qui est le tout égout, c'est-à-dire on met tout dans les égouts, on met tout en infrastructure. Actuellement se développe une autre façon de drainer justement, même en superstructure, avec des dispositifs de rétention ou la terrasse. C'est-à-dire l'un des objectifs, enfin l'une des fonctions de la terrasse végétalisée, c'est la rétention d'eau. C'est-à-dire, elle nous retient l'eau pendant un moment. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une quantité d'eau de pluie qui descend, tout va sur les chaussées. Y compris, c'est-à-dire, on calcule par exemple la terrasse, de telle façon elle évacue facilement l'eau qu'il y a dessus. Donc, pratiquement toute l'eau qui est récupérée par les terrasses, automatiquement, en peu de temps, elle est déversée dans les rues. Alors, déversée dans les rues, donc nous allons avoir énormément d'eau sur les rues. Donc, il faudra calculer tout le système d'évacuation des eaux pluviales en fonction de la quantité quasi complète. Par contre, les dispositifs actuels, ils tiennent compte du temps de la rétention, c'est-à-dire que les terrasses ici deviennent des moments tampons. C'est-à-dire, je retiens cette quantité d'eau. Bon, ça vous amène techniquement à recalculer votre plancher terrasse, votre type d'étanchéité et d'évacuation, et aussi, d'un point de vue génie civil, la terrasse, forcément, elle est affectée. C'est-à-dire le plancher terrasse, peut-être même la structure du bâtiment. Donc, c'est pour ça que je dis des fois, il y a des solutions, mais forcément, il y a un coût à coûter. Et tout à l'heure, en parlant du long terme, c'est là où se calcule un peu le coût réel, ce qu'on appelle le coût global
de toute opération, elle est sur le long terme. Le coût de revient de l'opération sur place, c'est ceci, plus son coût sur le... Et puis, même les coûts des catastrophes. Imaginez que vous avez une inondation, ça coûterait combien en termes de perte de matière, de perte, je ne sais pas. Par moment, il y a des pertes humaines. Donc ça, c'est des coûts. Donc aujourd'hui, plus de sol absorbant. Même les trottoirs sont conçus différemment. La chaussée, le court chaussée, il est conçu différemment. Maintenant, on fait du goudron, qui n'est alors pas du tout absorbant. Donc, il y a de nouvelles techniques de revêtement des trottoirs, des chaussées, qui permettent justement une absorption, un écoulement en couche inférieure jusqu'à des bassins de rétention. Ces bassins de rétention vous permettent de récupérer cette eau en superficielle, c'est des lacs artificiels, mais tout le réseau il est conçu de telle façon à récupérer cette eau qui circule. Elle n'ira pas directement, parce que si elle va dans les rivières et ça déborde plus bas, justement les inondations, si ça va sur les mers, il y a des remontées d'eau. Donc tout ça est réfléchi un peu en amont. Donc c'est à partir de la terrasse, à partir de la forme urbaine, mais à partir aussi des dispositifs architecturaux. Donc limiter les surfaces pavées, bitumées, étanches. Justement rendre le sol urbain peu étanche. Il doit laisser. Aussi, en réfléchissant bien, comme il y a plus d'urbanisme, il y a plus de villes, forcément il y a plus de surfaces sur Terre qui sont urbanisées, forcément on a de moins en moins une alimentation des nappes phréatiques. Parce que quelque part, j'assigne tout, le tout égout, c'est-à-dire qu'au lieu que l'eau s'infiltre à ce niveau-là, elle va s'infiltrer, elle va aller dans les oueds, elle va aller dans les... Alors que ça empêche justement une eau de s'infiltrer et alimenter les nappes phréatiques. Ça, c'est un aspect aussi. Les zones tampons, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement aujourd'hui tenir compte de ces aspects, eau, etc., élévation des niveaux mer et rivière. Alors, c'est un dispositif, mais qui coûte aussi de l'espace. C'est-à-dire qu'on essaye, par rapport à une implantation d'une ville ou d'une agglomération, on essaye de prévoir ce qu'on appelle des zones en amont et des zones à l'intérieur qui constituent des zones tampons, c'est-à-dire des bassins de rétention. Ça se fait à l'échelle des quartiers, c'est-à-dire des petits bassins, mais il y a aussi je ne sais pas, vous imaginez peut-être que un barrage est un dispositif de rétention. Parce que là, quand il y a des pluies, forcément, à un moment donné, vous avez un barrage qui retient cette eau, qui est remplie. Bon, mais c'est pas tout à fait ça son rôle, le barrage, mais aussi il y a nécessité, par moment, de réserver un certain nombre de surfaces comme ça autour de la ville, en amont notamment, qui permet justement, qui ne permet pas l'avalanche, en quelque sorte, de cette eau sur les surfaces. Et ça dépendra effectivement, on revient à des notions de base et de bon sens. On ne construit pas forcément, la meilleure des constructions, ce n'est pas la plaine. On ne construit pas forcément sur des plaines. Donc, c'est-à-dire ces dispositifs c'est-à-dire d'adaptation ou de résolution des problèmes liés au phénomène des eaux, c'est aussi un problème de choix de terrain d'implantation. Vous vous implantez sur une plaine, vous aurez à gérer tous les problèmes au quotidien. Il suffit de s'implanter quelque part dans une zone à forte déclivité, vous aurez moins de problèmes à gérer là-dessus. Okay, même si aussi ce choix implique d'autres... Bon, c'est une matrice développée par un monsieur Pizarro en 2010. C'est-à-dire là, vous avez, par rapport à des climats, par rapport à un climat, quels sont un peu les aspects. En fait, c'est une matrice, ça veut dire qu'il suffit de la remplir, dire par exemple le pourcentage de couverture des sols en température haute,
forte humidité, et une fois que c'est rempli, vous croisez un peu toute cette lecture. Les matrices, ça fait comme ça, c'est vous remplissez, puis vous faites des lectures croisées. Maintenant, si j'ai par exemple des distances de bâtiment, une couverture de sol de 22%, une distance de bâtiment de temps, ça vous donne à peu près, ça façonne, c'est une façon. Alors, stratégie de planification des formes urbaines, ça vous donne des orientations sur la forme que vous allez adopter pour un climat. Ici, c'est un climat chaud et humide. Chaud et humide, ça peut être un peu notre climat, où vous avez des températures assez hautes, vous avez un fort taux d'humidité, vous avez des vents violents et des inondations. Par rapport à tout ça, c'est-à-dire vous remplissez par rapport à ces critères, et vous aurez une matrice où vous pouvez, d'où peut découler une forme urbaine, une forme d'implantation. Donc, pour vous dire que, c'est-à-dire c'est ce type, c'est fait en 2010, où nous avons un tas d'aspects qui rentrent un peu en considération, qui rentrent en compte dans la planification, la formalisation en quelque sorte d'une forme urbaine. On termine avec les aspects climatiques. Donc, les principes généraux, les aspects climatiques, aussi ces aspects de mobilité. C'est-à-dire là, on va voir que les mobilités en général et les déplacements ont un impact assez évident sur la durabilité d'une forme urbaine, c'est-à-dire sur la forme urbaine. C'est ces mobilités qui vont définir un peu le type de forme urbaine qu'on a. Donc, nous avons vu tout à l'heure les aspects climatiques, etc. Mais c'est d'autres aspects. Il faudra aussi combiner tout ça. Parce qu'une ville aussi, elle doit tenir compte de tout cela. Donc, grosso modo, quand on parle d'un système de transport composé, il est composé d'eux. Donc, les services, donc vous tenez compte des trains, etc., bus, taxi, police. Nous avons les infrastructures, donc routes, voies ferrées, parking. Et vous avez les acteurs. Bon, ça c'est un système en général un système de transport. La mobilité est à la fois un besoin, c'est-à-dire tout le monde a besoin de se déplacer quelque part. Tout le monde a besoin de régler des affaires, de régler des choses comme ça, et c'est la mobilité qui permet comme ça, c'est permet les choses-là. Se déplacer d'un quartier à un quartier, d'un quartier périphérique à un centre, d'un centre à une périphérie, vers un service, vers un besoin, vers un loisir, vers voir la famille, etc. Tous les motifs sont valables. La mobilité est un besoin. Donc on ne peut pas s'imaginer que... alors aujourd'hui, la mobilité, elle prend... d'ailleurs, c'est un terme très récent. Donc, il englobe toute forme, y compris bien évidemment la marche à pied, l'usage de la motorisation, tout type de motorisation, voiture, train, tram, bus, taxi, voiture propre, etc., ta propre voiture, etc. C'est aussi un droit. C'est un besoin, mais c'est un droit. Et souvenez-vous, quand on a parlé des enjeux, on avait parlé de la mobilité des plus pauvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire rentrer justement dans cette logique de planification urbaine durable, vous impose la réflexion sur ce droit à la mobilité. Je dois me déplacer. C'est-à-dire, j'ai besoin de me déplacer, mais c'est mon droit de trouver le bus. C'est mon droit de trouver un moyen de me déplacer d'un endroit à un endroit. Je suis riche, j'utilise mes moyens. Je suis pauvre, j'utilise les moyens que me permet la ville. Et là, vous avez le maire de Bogota. Alors, Bogota est une ville tiers-monde, c'est la Colombie, c'est fut un temps, j'avais programmé une vidéo, un film, comme ça sur la ville justement. C'est un maire qui prend les rênes d'une ville pendant 2 ans. Et l'une l'une des actions, parce qu'il a tenu qu'une année et demie, enfin un mandat peut-être, a tenu un mandat où je pense qu'il a été obligé de démissionner. C'est d'où justement l'intérêt la difficulté
d'imaginer aujourd'hui la gestion d'une ville. Parce qu'à un moment donné, quand tu disais au début pour qui, lui, il a répondu tout simplement, c'est un architecte, il a pris la ville, il a dit que la ville, je vais la construire pour ses pauvres. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il développe un système de transport en commun, vraiment performant. Il crée ce qu'on appelle il crée une voie de transport public en commun qui passe par tous les quartiers pauvres de la ville. Tous les quartiers sont desservis par... Alors, et puis, il crée à un moment donné des arrêts de bus. Devant les arrêts de bus, il y a des espaces de jeux, des parcs d'attractions, des petits parcs comme ça. Donc, il a conçu un peu un réaménagement de sa ville en fonction de la pauvreté. C'est la pauvreté qui a généré un cheminement du transport en commun. La logique qu'il a faite a fait que de toute façon, en fin de compte, il a été forcé à la démission parce que les autres acteurs, à un moment donné, donc le fait que le transport en commun évite un centre-ville, qu'il y ait des stationnements interdits en centre, donner le trottoir aux piétons, etc., ça a gêné un peu les commerçants. Et le fait qu'il a redéfini le système de transport, qui était trop privé, il l'a étatisé en quelque sorte. Donc il a créé une société de transport qui appartient à la ville. Ça a un peu gêné les intérêts des particuliers, enfin des privés. Bon, c'est un bras de fer, finalement il a perdu. Mais il le dit, un pays développé, ce n'est pas là où les pauvres ont une voiture. C'est-à-dire que ce n'est pas ramener les pauvres à avoir une voiture. Ça, ce n'est pas forcément sa conception d'un pays développé. Mais c'est là où les riches utilisent les transports en commun. C'est-à-dire là où un pays ou une ville, par exemple, propose un système, bien évidemment, vous allez me dire, un riche n'a pas besoin, mais quand c'est un système de transport en commun performant, qu'il est de qualité, il est entretenu, et c'est ce qu'il est arrivé à faire lui à Bogota justement. Alors les anciens bus, et on oublie, il a ramené des types de bus quand même assez confortables, même le nom, l'appellation, alors je me souviens, mais c'était du transatlantique, quelque chose comme ça, c'est-à-dire même l'appellation qu'il donnait un peu au système de transport, a donné un titre comme ça, très, très révélateur. Donc, et lui, il le dit, oui? Transmillennium, merci. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que, c'est-à-dire qu'un riche n'avait plus honte de prendre un bus, n'avait plus honte de prendre un bus de transport en commun, au contraire. C'est-à-dire, il disait que quand quelqu'un voulait prendre le bus, il ne dit pas « je vais prendre le bus », il disait « je vais prendre le Transmillennium ». C'est quand même différent. Bon, c'est le bus, mais c'est quand même différent d'un point de vue image. Donc, je ne prends pas n'importe quel bus. Et puis, quand je disais par exemple des choix qu'on fait par rapport à je fais la ville pour qui, il a une autoroute comme ça, une voie à grande circulation, une fois par semaine, il fermait ça pour la voiture, et il donnait juste une grande voie comme ça, un peu à la périphérie, donnez ça aux clients. Et bien, vous trouvez chaque samedi les gens avec des poussettes, des bébés, des enfants qui font du vélo, qui font du skate, qui font casa, des gens qui pique-niquent sur la chaussée. Elle devient une chaussée piéton, pour le piéton. C'est des choix, j'allais dire un peu farfelus comme ça, c'est-à-dire c'est pas des choix structurants, c'est pas des opérations structurantes, mais réellement le film vous transporte comme ça dans un imaginaire, vous sentez que les gens, quelque part, il les a rendus en peu de temps, il les a rendus un peu heureux de vivre. Parce que le sentiment d'appartenir à quelque chose de particulier, d'appartenir à une ville, où plus ou moins il fait bon de vivre, même si, je dis, c'est la Colombie, c'est les problèmes, c'est le tiers-monde, etc. C'est dire à peu près que agir sur le système de transport, agir sur cette mobilité, réfléchir à une forme qui tient compte de la mobilité, peut aussi rendre un peu les choses meilleures dans une ville. Donc, par rapport à cette histoire de mobilité, vous avez les tendances actuelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui?
Vous avez plus de motorisation, moins de transport en commun et moins de marche à pied. Réellement, par rapport à l'étalement urbain, automatiquement, quand vous dites étalement urbain, c'est automatiquement plus de motorisation, moins de marche à pied, parce que les distances sont tellement loin qu'on ne peut pas se permettre de marcher à pied. Et automatiquement, ça coûterait trop cher pour une ville d'investir dans un transport en commun cohérent et réellement efficace. Donc c'est le règne un peu de la voiture qui est révélateur de la réalité d'aujourd'hui. Donc ça vous donne un peu le taux d'urbanisation, le taux de motorisation. Donc c'est le nombre de véhicules particuliers pour 1000 habitants. Et vous avez des villes, Bombay, Shanghai, Istanbul, etc. Vous avez Sao Paulo. On est quand même presque à 400 véhicules par 1000. Donc c'est presque du 40%. Et à New York, 209. Donc déjà ici, on peut lire comme ça, on peut faire une lecture, dire que des pays que des villes comme Istanbul, par exemple, c'est pas une ville qu'on pourrait classer comme ville pauvre. New York, 209. Par rapport à des pays comme Sao Paulo. Sao Paulo, c'est la capitale du Brésil, non? Capitale politique, économique, je pense. Mexico à 360. C'est-à-dire, en fait, c'est pas normalement plus le pays est développé, plus il y a des transports en commun. Logique. C'est ce que dit la carte ici. Plus une ville est développée, plus elle est riche, plus elle a un système de transport efficace, efficient. Ce qui fait que les gens n'utilisent pas trop leur voiture. OK? Ça peut s'expliquer comme ça aussi. Comme ça peut s'expliquer par... moi, je pense, quand on voit Mexico et tout, c'est des villes qui sont intenables d'un point de vue circulation. C'est-à-dire, il y a tellement de circulation qu'il est difficile d'imaginer qu'ils ont un autre choix. Non, pas un autre choix. Par exemple, à New York, je pense que c'est une ville qui est difficile d'accès, notamment le centre, mais aussi, il faut imaginer qu'avec le tram, le métro, etc., c'est une ville qui offre une multitude d'offres de transport en commun qui permet aux gens de circuler sans avoir besoin d'utiliser la voiture. Donc, voilà, ça explique un peu. Je ne sais pas, Mumbai, c'est en Inde. Ça peut être un problème de pauvreté aussi. Donc, ça peut se lire différemment, ce tableau. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons de plus en plus de véhicules, de véhicules par personne. Le taux de motorisation, ça se calcule en nombre de voitures. Ça, c'est un schéma qui vous... Alors, c'est un impact direct sur le territoire, c'est-à-dire le choix du mode de transport impacte directement. Alors, la largeur, vous savez un peu la largeur des couleurs, c'est à peu près une largeur de 3,50 mètres. C'est-à-dire un couloir sur un couloir, c'est une étude qui a été faite, c'est pour 1 heure de temps et un couloir de 3,5 mètres. Si vous utilisez, par exemple, le trafic mixte, c'est-à-dire un peu tout confondu, vous avez 2000 personnes que vous pouvez transporter sur un couloir de 3,5 mètres pendant 1 heure. Vous avez de l'autre côté le suburb, c'est-à-dire en fait c'est un transport par rail suburbain, ok? Et vous avez jusqu'à 100 000. C'est 50 fois plus important en utilisant, et on peut faire un peu ces rapports. Par exemple, quand vous utilisez un bus régulier, vous avez du 9000. Donc, pour la même période, pour la même largeur. Donc, ça vous pousse, c'est-à-dire si je choisis, par exemple, les pédestriens, c'est-à-dire à pied, si je choisis, par exemple, si j'opte pour la marche à pied, pour la zone que j'aménage, c'est-à-dire il me faudra beaucoup moins de couloirs pour transporter des gens. Donc beaucoup moins de routes, beaucoup moins de largeur, beaucoup moins de longueur. Donc beaucoup moins de sol utilisé pour les infrastructures routières. Ok? Et si j'utilise, je combine, j'aurai ça. La plus petite, c'est un peu ça. C'est en utilisant, grosso modo, ou la voiture, c'est-à-dire un peu, c'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est mixte, mais c'est beaucoup plus la voiture qui prend le dessus. Vous avez par exemple 14 000 pour, c'est-à-dire
je ne sais pas, vous voulez, par exemple, faire un boulevard. Pour des voitures, il vous faut tant. C'est-à-dire, il vous faut pour 2000 personnes, et vous calculez après le flux que vous devez gérer, et vous allez avoir un boulevard de 40 mètres. Par contre, si je veux, par exemple, mixer, j'utilise une bande cyclable, une bande piétonne, une bande de transport en commun. Donc, forcément, la largeur, je la réduirai. Je réduis la largeur, c'est-à-dire j'aurai moins d'impact sur le territoire, ne serait-ce en termes d'utilisation du sol, de consommation du sol. Et ça nous ramène justement à cette histoire de fond, parce que le pourcentage de l'infrastructure routière dans une forme urbaine, c'est quand même important. Je ne sais pas, mais ça doit être de l'ordre de 70%, peut-être un peu plus. Donc si je réduis, donc forcément je suis dans une logique de réduction de la zone que je dois occuper pour à peu près la même population, à peu près le même flux, à peu près le même résultat en termes de transportation de flux. Ajoutez à ça qu'un bus comme ça, un train comme ça, notamment quand il est électrique, il consommera beaucoup moins que lors de l'usage d'une voiture, je ne sais pas. Donc, il y a des questions énergétiques, mais il y a aussi des questions de consommation. Donc, on revient un peu au grand principe, celui de la préservation des ressources, qu'ils soient ressources sol ou ressources carrément énergétiques. Bon, je pense finir par ça. Donc, il y a toujours un choix à faire. Donc, ça vous amène à faire un choix. Quand vous voulez aménager, vous pouvez tenir compte de ça pour faire des choix. Et ces des choix vous amènent même à mesurer votre largeur qui est suffisante pour transporter tant. Grosso modo, les modes de transport, parce qu'à un moment donné, pour une ville, pour une zone, pour une agglomération, il faudra choisir le mode de transport que vous voulez mettre en exergue. Et c'est des aspects dont il faudra tenir compte. C'est-à-dire réellement, pour une distance X, c'est vrai qu'on peut utiliser de la marche à pied, mais pour une autre distance, la marche à pied devient plus une mobilité, elle n'est pas indiquée. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, la marche à pied peut être envisageable, c'est pour vous dire tout simplement, vous ne pouvez pas dire, c'est tout est piéton, tout. Parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un temps. Il y a un temps, il y a une distance, il y a une charge, il y a une forme, la forme physique, elle est là. Il y a le coût que je peux mettre, il y a la sécurité des lieux. Donc, c'est des aspects qui sont un peu en relation avec le choix du mode. Donc, la personne, ramener à une personne, il peut marcher à pied parce qu'il n'a rien à transporter, donc c'est un choix qui est offert. Donc forcément, il faudrait garantir ce droit de marcher à pied, maintenant faire des trottoirs assez conséquents, faire des arrêts, faire des canages, je ne sais pas, et ramener à l'échelle du concepteur, c'est des aléas, c'est des impératifs dont vous pouvez tenir compte de telle façon à vous orienter vers des modèles, des choix par exemple, des choix de mode. Donc, je ne sais pas, parce que par exemple, il y a des choses qui deviennent un peu à la mode, telles que la piste cyclable. Est-ce qu'elle est indiquée dans le cas où je vais? Est-ce qu'elle est indiquée ou pas? Donc, je tiens compte un peu d'un certain nombre de paramètres qui m'indiqueraient, qui m'orienteraient vers tel ou tel mode de transport. OK? Donc, grosso modo, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, on a vu un peu cette démarche entre le choix entre l'urbanisme global et l'urbanisme durable, et comment est-ce que cet urbanisme durable aujourd'hui contredit les logiques qui sont imposées par cet urbanisme global. Je ne sais pas s'il y a des questions. De toute façon, on se verra la semaine prochaine à peu près à la même heure pour le même temps. Et on essaiera d'aborder d'autres thématiques. Je ne sais pas, j'avais discuté avec votre délégué si c'est possible le lendemain, jeudi. On va voir maintenant si c'est disponible ou pas. Si moi aussi j'arrive à un peu être dans le temps. Mais sinon, on se verra mercredi prochain
dans les mêmes conditions et les mêmes... ok. S'il y a des questions, sinon...